Bonsoir à tous, merci de nous suivre à ce samedi 19 août. Il est rentré de Kigali au Rwanda, le vice-président ivoirien, et a pris part hier vendredi à la cérémonie d'investiture du président réélu Paul Kagame. Daniel Kablan-Duncan représentait sur place le chef de l'État ivoirien. Les assises de l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Au menu, les enjeux de la gestion des compétences, une quête permanente de compétitivité dans un environnement concurrentiel pour les entreprises. Les activités de vacances, nous faisons ce soir une incursion dans l'univers des colonies de vacances. Elles sont plus d'une trentaine organisées en Côte d'Ivoire cette année. Qui peut en organiser? Quelles sont les conditions et les coûts? Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et chef du parti au pouvoir, Salif Diallo, est décédé ce samedi en France à l'âge de 60 ans. Bienvenue dans le 20h. Pour la page culture ce soir, nous recevons un nom bien connu du milieu des médias. Alafé Ouakili, il est le directeur général de la société qui édite le quotidien L'Intelligent d'Abidjan et il fait depuis quelques années son petit bonhomme de chemin dans l'écriture. Nous parlons ce soir de sa troisième œuvre. Le titre, c'est Championne l'enjailleuse. Bonsoir monsieur Alafé. Bonsoir madame. Alors nous vous retrouvons tout juste après le point de l'actualité pour décrypter votre roman. Ok, merci. Le vice-président ivoirien est rentré hier nuit de Kigali, la capitale rwandaise. Il y a représenté le président Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Daniel Kablan-Duncan a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité et plusieurs autres membres du gouvernement. Dès son arrivée sur le sol ivoirien, Daniel Kablan-Duncan a fait un point de sa mission au Rwanda. Nous l'écoutons. Il va y avoir un renforcement important de la coopération entre les deux pays. Vous savez d'ailleurs que le vol rwandais fait déjà la navette entre Kigali et Abidjan. Et il y a beaucoup de domaines de coopération sur lesquels la grande commission mixte pourra donc travailler, notamment dans le domaine agricole, le domaine de la salubrité, le domaine des TIC, etc. Ces questions vont permettre donc de renforcer la coopération entre ces deux pays, qui sont des pays phares actuellement au niveau donc de l'Afrique. Et je crois que cette coopération va profiter donc aux deux pays, aux deux peuples. Donc ça a été une mission qui a été très importante et nous avons été très bien accueillis et nous retenons d'excellentes leçons pour aider le président Ouattara dans la tâche importante qui vient pour la Côte d'Ivoire, puisque ces deux pays ont la même ambition d'aller à l'émergence rapidement. Et je pense que cette coopération va permettre aux uns et aux autres de tirer profit des forces de chacun donc des deux pays. Les enjeux de la gestion des compétences au cœur des assises de l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Un sujet d'autant plus important qu'il s'agit pour les entreprises d'une quête permanente de compétitivité dans un environnement fortement concurrentiel. Mahama Traoré et Herman Guivet. Concurrence, survie, leadership, autant de défis qui font de la gestion des compétences une question capitale pour toute entreprise. Capitale pour les entreprises mais surtout délicate pour les premiers responsables concernés que sont les gestionnaires des ressources humaines. Les compétences sont rares et quand on les a, il faut les maintenir, il faut les fidéliser, il faut les développer, il faut les récompenser. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de compétition. C'est un monde où les enjeux économiques sont très importants. Il faut nécessairement que nous ayons des ressources humaines de qualité, que nous ayons un capital humain compétent, productif et surtout mobilisé. Le défi de la gestion des compétences est au cœur de la 7e université des ressources humaines, parrain de ces assises organisées par l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Le ministre Jean-Claude Kouassi préconise plus d'investissement dans le capital humain. Loin d'être un coût qu'il faut minimiser, l'homme devient de plus en plus, et le deviendra encore plus, une ressource, un capital qu'il faut développer afin d'en tirer le meilleur parti, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'État employeur.
Et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale d'inviter les responsables de personnel à rompre avec l'idée selon laquelle le secteur privé, seul, regorge de compétences. Selon lui, le service public est également assuré par un personnel de qualité. 12 candidats à la création d'entreprises ont été formés par un accélérateur de start-up. Ils ont présenté leur projet après 6 semaines de formation. Jean-Luc Mangbo. Ils étaient 64 jeunes au départ à aspirer au statut d'entrepreneur. 12 parmi eux ont été finalement retenus pour participer au projet d'accélérateur de start-up initié par la coordination des maires d'Abidjan. Tous les maires se sont associés à ce projet dans le souci d'apporter des solutions aux problèmes de l'emploi des jeunes. Au-delà de cette initiative particulière, les projets innovants et riches ont valeur d'exemplarité. Ils illustrent très concrètement qu'il est possible d'obtenir d'excellents résultats en matière d'insertion des jeunes. Les 12 jeunes ont présenté leur projet avec les innovations qu'ils pourraient introduire sur le marché. À ce jeu, c'est le projet de Daniel Denji proposant une application mobile permettant d'avoir la liste des pharmacies de garde ainsi que les prix des médicaments qui a remporté le premier prix. Aujourd'hui, l'application cumule plus de 90 000 téléchargements. Depuis 2015, elle est sur le marché. Ça fait 2 ans maintenant qu'elle est là. Ce qu'on aimerait, c'est avoir des soutiens pour nous permettre de faire la promotion. Jusque-là, les porteurs de projets se rendaient directement dans les mairies avec les idées de projet et récupéraient de l'argent pour certains. Et après, c'était un peu compliqué pour savoir ce qu'ils en faisaient. Mais grâce à cet accélérateur que nous avons mis en place, on passe d'abord dans une première étape de reformulation du projet avant de passer à un accompagnement. Pour aider cette graine d'entrepreneurs à prospérer, la coordination des maires d'Abidjan a signé une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les jeunes porteurs de projets bénéficieront durant leur parcours de l'encadrement des chefs d'entreprise aguerris. Dans l'actualité politique, les femmes républicaines se sont rencontrées ce samedi en prélude au 3e congrès du RDR prévu pour les 9 et 10 septembre prochains. Elles ont exprimé tout leur soutien au gouvernement ivoirien et au chef de l'État. Gabriel Zani. À 3 semaines du 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains RDR, le congrès de la maturité, des milliers de femmes du parti ont démontré leur attachement à la famille républicaine. Et ce rassemblement sonne pour toutes ces femmes comme un rappel des troupes. Ce congrès, il est historique. C'est un congrès pour faire notre bilan en tant que parti politique, mais ce sera aussi l'occasion pour faire le bilan du RDR au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas qu'une seule femme du RDR rate ce rendez-vous. En présence des hauts responsables du RDR, ces femmes ont exprimé leur reconnaissance et soutien au président de la République. Et si ce rassemblement était un test de mobilisation avant la tenue du congrès le 9 et 10 septembre prochain, le pari est réussi. Alors que nous organisions juste un meeting de sensibilisation, voilà que vous faites la démonstration de ce que c'est que être femme du RDR. Parce que c'est le lieu de faire valoir ce que vous attendez. Mais je voudrais pour ma part vous dire, tout ce que vous avez dit au pré-congrès sera repris au congrès. Un rassemblement républicain qui ne peut se faire sans le rappel des valeurs de l'oufoutisme. Amadou Soumaoro l'a fait pour inviter la coalition du RADP à l'Union à l'effet de construire une entité politique plus forte et conquérante. À tous les partis membres du RHDP, aux héritiers de Feu Boigny, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Je voudrais demander aux femmes du RHDP de se mettre debout et d'appeler tous leurs frères et toutes leurs sœurs au rassemblement autour de nos chefs, parce que nous sommes dans le même bateau. Le prochain congrès du Rassemblement des Républicains promet d'être une démonstration de force du parti et les femmes républicaines veulent avoir le premier rôle. Ces femmes du Rassemblement des Républicains se sont dites satisfaites de la rencontre d'aujourd'hui. Nos reporters leur ont tendu le micro. Ce meeting était important dans la mesure où c'était l'occasion pour les femmes républicaines de se mobiliser, de démontrer qu'elles étaient avec le président Alassane Ouattara hier, elles sont avec le président Alassane Ouattara aujourd'hui
Et demain, seront encore avec le président Ouattara au congrès du Rassemblement des Républicains. Ce meeting pour nous sonne la mobilisation des femmes de Côte d'Ivoire parce que nous devions démontrer à la face du monde entier que l'homme Alassane Ouattara, nous l'aimons et que nous le supportons et que nous sommes avec lui pour le soutenir jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Ce rassemblement de femmes du RDR représente pour nous une remobilisation de nos femmes pour que le jour de notre congrès, le grand public du RDR soit au rendez-vous. Le troisième congrès, nous sommes très prêts. Ça sera une mobilisation exceptionnelle des femmes républicaines de Côte d'Ivoire, de sorte que le président de la République sache qu'il a des gens, des femmes dynamiques, dignes de ce nom qui sont derrière. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est doté d'un centre des opérations d'urgence de santé publique. Il prend en charge un programme complet de préparation, de planification et de renforcement des capacités pour faire face aux problèmes de santé publique. Chantal Akanda. Au sein de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, se trouve le centre des opérations d'urgence de santé publique. Quel est le rôle véritable de cette structure? Le centre des opérations d'urgence est une structure qui a pour mission essentielle la coordination opérationnelle de la gestion des événements et une urgence de santé publique. Ce centre est un outil de lutte contre les urgences sanitaires. Pour tester sa capacité opérationnelle, un exercice de simulation d'urgence en santé publique y a été organisé. Dr Koulibaly Daouda restitue les résultats de cet exercice de simulation. Nous sommes informés de ce qu'une épidémie de fièvre jaune sévit à Grand Bassam et s'est propagée à Nyama, Port-Boué, Bonois. On a une centaine de cas, une dizaine de décès. Nous sommes alertés comment nous faisons face. Il y a la prise en charge des cas, elle doit être rapide, gratuite. Il y a la confirmation de l'épidémie, les prélèvements acheminés à l'Institut Pasteur. Comment acquérir rapidement les vaccins, la lutte antivectorielle, comment les démoustiquer, parce que la fièvre jaune, c'est aussi comme la dengue. Et on a essayé de les mettre en situation. On a par exemple appelé le directeur de la banque de sang. Est-ce qu'en urgence, on peut nous trouver rapidement des poches de sang? Oui. Ils ne savaient pas que c'était un exercice, mais ils ont répondu. Le gouvernement américain apporte son expertise au bon fonctionnement de cette structure. Désormais, il faut compter avec le COUPS dans le cadre de la gestion des événements et urgences sanitaires. Une équipe professionnelle est engagée à riposter aux menaces épidémiologiques de notre pays. Et plusieurs équipes d'intervention rapide ont été également mises en place dans nos régions sanitaires. Le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire présente son plan d'action 2017. Il est principalement question d'insuffler une nouvelle dynamique au réseau, lui permettre de contribuer à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Fidèle Aigné, Chantal Akanda. Les femmes journalistes et professionnelles de la communication, réunies en réseau avec l'appui de ONU Femmes, veulent insuffler une nouvelle dynamique à la lutte pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pour mieux coordonner leurs actions afin d'être efficaces sur le terrain, un atelier de planification stratégique de leurs activités est initié. Il s'agit pour nous de participer à travers les contenus médiatiques à construire une société égalitaire et équitable pour que notre pays soit effectivement un pays émergent de manière égalitaire. ONU Femmes, dans sa vision et dans sa stratégie, veut pouvoir arriver à réduire les inégalités et permettre une égalité des hommes et des femmes. Au cours de cet atelier, les femmes journalistes ont été appelées à faire la promotion à travers leurs écrits d'une image positive de la femme afin de lutter contre les stéréotypes. Ça permet de pouvoir déjà commencer à s'intéresser aux femmes et à essayer de mettre en lumière les problèmes auxquels elles sont confrontées. Et parce que c'est que par la presse que les décideurs peuvent apprendre. Mais si nous, les femmes journalistes, nous n'arrivons pas à identifier quel est le véritable problème et le besoin des femmes, je crois que là aussi ce sera un frein pour le développement. Le ministère de la Femme et de la Solidarité dit attendre beaucoup de cet atelier. Rien ne peut être fait aujourd'hui efficacement dans le domaine de la promotion de la femme sans la communication et sans une bonne communication. Et une bonne communication ne peut être faite que par les femmes professionnelles des médias elles-mêmes. Le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire a été créé pour garantir les droits et les besoins des femmes à être informées et entendues.
Partir en colonie de vacances, une activité très prisée des jeunes et aussi des plus petits. Cette année, plus d'une trentaine de colonies de vacances sont organisées en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons ce soir un dossier. Il fait une incursion dans l'organisation de cette activité de vacances. Qui peut organiser un tel voyage? Quelles sont les conditions pour le faire? Et quels avantages réels pour les enfants? Astou Touré. Après 2 semaines passées au Ghana, c'est le retour de la colonie. Le car affrété pour la circonstance gare au lieu indiqué afin que les parents viennent chercher leur progéniture. L'ambiance est bonne enfant. Pendant 2 semaines, vraiment, la maison était vide. Ils nous ont manqué les cris, les questions. Bon, les retrouvailles sont bonnes. Lorsqu'arrive le moment de la séparation, encadreurs et enfants se serrent les uns contre les autres. C'est l'émotion. J'ai gagné plein d'amis, mais c'était bien là-bas. J'ai encore envie de retourner là-bas. Tout comme le camp, le club, les ateliers de vacances, les voyages d'études et de découvertes, la colonie de vacances fait partie des activités socio-éducatives. Cette activité désigne l'ensemble des opérations organisées et menées dans le cadre de la socialisation et de l'épanouissement intégral de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune. L'objectif est d'apporter un complément à l'éducation formelle de l'enfant et de contribuer à son développement physique, psycho-affectif, intellectuel, moral et spirituel. On a dansé, on a joué, on a fait beaucoup d'activités, on a fait du sport. On faisait des sorties à Accra, à la piscine, c'était vraiment cool. Je peux entretenir maintenant une relation avec quelqu'un en anglais, je peux bien parler. J'essaie de demander certains trucs, par exemple le prix de quelque chose. Je peux dire how much, ou bien si je demande par exemple, il y a combien de trucs dedans, how many. En colonie, il y a l'éducation. Il faut savoir faire le lit, il faut savoir faire beaucoup de choses, débarrasser la table, parce qu'il y a des enfants quand ils viennent, ils n'ont pas ce savoir. Mais on n'accuse pas les parents. Souvent, nos enfants, on a tous des enfants, hein, ils sont des chouchous. Donc quand l'enfant vient, il faut savoir, il faut lui apprendre. Honorine est organisatrice de colonies. Elle en fait 2 ou 3 fois par an. Avec elle, une poignée d'animateurs pour l'encadrement des enfants. Cette activité pour elle est une passion qu'elle développe depuis 10 ans. Mes propres enfants, je suis partie avec eux pour la première fois. Et puis quand j'ai perdu mon emploi dans une compagnie d'assurance, j'ai eu comme ça l'idée d'organiser une colonie, de partir avec des enfants. Pour les encadreurs, chaque voyage est une nouvelle expérience, un nouveau challenge. D'abord, quand les enfants arrivent, le premier jour, c'est triste. Mais à nous d'abord de pouvoir s'égayer, de pouvoir égayer les enfants. Et en 2 jours, ça passe. Et l'enfant, il rentre dans le bateau, il est vraiment égayé, il refuse même de rentrer en famille. Des prestations appréciées par bon nombre de parents qui se disent prêts à débourser au moins 300 000 francs CFA par enfant, sans compter l'argent de poche pour satisfaire leur progéniture. Au regard du coût, les colonies de vacances semblent ne pas être à la portée de tous les enfants. Les mamans m'ont dit que ça s'est bien passé. Je vois que lui, il a envie de repartir. Comme on veut faire plaisir à un enfant, si on n'a pas les moyens, on est obligé de se limiter. Bon, là, c'est dans nos moyens. Pour aider les familles les moins nantis, le ministère des Sports et des Loisirs et celui en charge de la jeunesse organisent des journées récréatives pour égayer les enfants de milieux défavorisés. Le centre aérien d'État consiste à organiser une sorte de colonie de vacances dans une localité, mais à la différence, c'est-à-dire au lieu de recenser les enfants venant de plusieurs villes qui séjournent là-bas pendant 2 ou 3 semaines, dans le centre aérien d'État, ce sont les enfants d'une localité choisie qui sont sélectionnés. Par exemple, cette année, nous serons à Yamoussoukro. La colonie d'État, elle est initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Et malheureusement, cette année, nous n'avons pas de colonie d'État. Les enfants sont choisis selon le mérite. Il y a des années où on a primé l'excellence, ou bien on a primé, ou bien on a mis en avant les enfants qui n'ont pas de moyens. L'organisation d'une colonie de vacances est conditionnée par l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Il faut d'abord être de bonne moralité, parce que ce sont des enfants. Il faut avoir l'amour des enfants aussi, parce que même si on a fait une équipe, mais déjà le promoteur, il faut qu'il ait cet amour pour les enfants pour pouvoir organiser. Il faut nous fournir un projet éducatif.
le projet éducatif décrit déjà toutes les attentes de la structure. Il faut que le centre qui va recevoir les enfants ait des aires de jeu. Parce que quand on parle d'enfants, il faut mener des activités avec eux. On va demander la liste des enfants, le sexe, et puis pour pouvoir leur affecter une équipe. L'équipe d'encadrement, ce sont des encadreurs qui sont formés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce stage se déroule en général pendant les congés de Pâques, sur 5 à 6 jours, pour leur inculquer les méthodes d'animation au centre de vacances. Selon le ministère en charge de la jeunesse, plus de 30 colonies sont organisées chaque année. Mais malheureusement, toutes ne respectent pas les cahiers de charges. En pareille situation, il leur est simplement retiré l'agrément. Ouvrons la page culture avec la danse Goli. Elle est en voie de disparition dans le département de Kounaïri. Le peuple ouan, dépositaire et précurseur du masque Goli, veut sauvegarder et valoriser cette danse, notamment à travers un concours annuel du Goli, mettant les 14 villages ouan en compétition. Soro Corona et Kwadjo Kwame. Le Goli, masque sacré, fait partie des danses traditionnelles du riche patrimoine culturel ivoirien. Dansé par le peuple baoulé, le Goli est une danse d'origine ouan. Chez le ouan, le Goli est un masque protecteur qui ne sort qu'aux grandes occasions, lors des funérailles d'un dépositaire de masques ou pour conjurer un mauvais sort dans le village. C'est autour des années 1900 que les Kodais, sous-groupe du peuple baoulé, voisins des Ouans, vont emprunter la danse après plusieurs stages en pays ouan pour mieux maîtriser les pas de danse et les chansons. Aujourd'hui, cette danse est mieux pratiquée par le peuple baoulé. Pour reprendre la paternité du Goli, le peuple ouan a créé une plateforme de valorisation et de promotion du Goli. Nous sommes en train de voir et mettre en exergue un Goli original. Nous avons voulu que ces 14 villages-là viennent exposer leurs talents. C'est une manière pour nous que le peuple ouan, dans son intégrité, puisse se retrouver pour proclamer haut et fort la paternité du Goli. Un concours annuel du Goli est donc organisé, mettant en compétition les 14 villages ouan du département de Kounaïri. Ce rendez-vous culturel annuel est une occasion pour les filles et fils ouan de venir apprendre les pas de danse et les chansons du Goli. Parlons maintenant de l'Abada Festival pour la valorisation du patrimoine culturel Bétibé. Les peuples éotilés dans le département d'Adiaké et leurs alliés communient à l'occasion. Les festivités se tiennent autour d'un tambour centenaire. Ils rythment cette commémoration qui marque à la fois la nouvelle année et un hommage aux ancêtres. Serge Coléa. Voici le tambour centenaire, sculpté en 1834 par les membres de 5 familles Bétibé. C'est lui qui symbolise l'Abada, cette danse de réjouissance annonçant la nouvelle année au royaume Bétibé. C'est la nouvelle année. Nous sommes venus nous requinquer pour affronter la vie. Après 3 jours de festivités, l'Abada entonne l'Andokissi, le chant introductif. Le roi, vêtu de tous ses attributs, communie avec son peuple. Nana Ngbenji II donne à l'occasion la ligne de conduite à suivre pour les 12 prochains mois. L'Abada Festival est un héritage ancestral devenu l'ancrage des Bétibé. C'est notre première richesse à plusieurs égards. D'abord au plan touristique. Vous savez que ce que le touriste veut voir d'abord, c'est la force de la culture de la région qu'il visite. L'Abada Festival, c'est la célébration de la culture. La culture dans sa beauté, dans sa diversité, et la culture comme un élément qui nourrit les peuples. L'Abada comprend 15 chansons. Au son retentissant de chacune d'elles, femmes, hommes, jeunes et vieux font allégeance au souverain et magnifient le patrimoine culturel Bétibé.
20h25. Rebonsoir, monsieur Alafé Wakili. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes à votre troisième œuvre. Les deux premières étaient plutôt autobiographiques et puis aussi un peu politiques. Oui. Cette fois, c'est un roman qui parle plus d'amour, de relations hommes-femmes, de religion aussi. C'est un virage à 360 degrés. On voudrait savoir pourquoi. Oui, c'est une autre expérience que je voulais faire et partager avec les lecteurs. Parce que la démarche n'a pas été bien comprise pour les deux premiers ouvrages. Il était important de faire ce virage pour mieux faire passer des messages. D'accord, on va revenir sur ce message. Déjà, le titre, c'est « Championne l'enjailleuse ». C'est un titre qui ne donne pas forcément un aperçu du contenu de ce livre. Alors, qu'est-ce que signifie « Championne l'enjailleuse » ? Championne l'enjailleuse, c'est le parcours d'une demoiselle qui est une championne à sa façon. Elle est positive dans ce qu'elle fait. Elle est une championne, mais en même temps, elle apporte la joie, elle apporte le bonheur, elle apporte le plaisir. Donc, c'est une enjailleuse. Apparemment, il y a de l'opposition, une confrontation, mais en réalité, quand on fait de l'enjaillement, ce n'est pas dans un mauvais sens. On peut être champion dans l'enjaillement. D'accord. Vous parlez d'enjailleuse, d'enjaillement, et ce sont des termes du jargon ivoirien, le nouchi, qui se retrouvent beaucoup dans votre livre. Tout à fait. Pourquoi est-ce que vous choisissez de vous exprimer comme ça? J'ai voulu faire un roman proche du peuple, proche des populations, faire un vécu, un rendu du vécu, de ce qu'on entend, et puis rendre hommage à ce langage qui est parlé et qui est de plus en plus parlé, avec des expressions qu'on retrouve aujourd'hui dans le dictionnaire, dit-on, avec aussi des personnalités qui, à certaines occasions, emploient ces expressions-là. Vous voulez donc faire la promotion un peu du nouchi? Bien sûr, c'est un langage de chez nous, c'est un langage local, il faut le valoriser. Si nous, de nos positions, ne le parlons pas, qui d'autre pourra le parler? Il mourra de sa propre mort, de sa belle mort. Alors, Championne l'enjailleuse, un roman de 106 pages. Astou Touré et Sita Soro vont nous en parler et puis on se retrouve tout juste après. La femme, Alafé Wakili, la met au centre de son œuvre intitulée « Championne l'enjailleuse ». Mais la femme dans ses rapports avec l'homme. Championne, c'est le prénom d'une jeune fille, belle, née aux États-Unis, mais vivant en Côte d'Ivoire. Consciente de sa beauté et fière de l'effet qu'elle fait sur les hommes, elle ne lésigne pas sur les moyens pour atteindre ses fins. Faire des hommes des instruments à sa merci. Championne en séduction et en désir, tous les hommes veulent l'avoir à leur portée. D'où le mot l'enjailleuse tiré du nouchi, argot ivoirien qui signifie plaire. Au travers de cette œuvre de 106 pages, l'auteur, en plus de développer la question des rapports hommes-femmes, met en exergue la responsabilité individuelle et sociale face à une situation. Également la religion, la politique, l'argent pour ne citer que cela. C'est aussi un roman d'une révoltée contre les dérives des hommes, face à la négligence de leur famille au profit de celles que l'on appelle les petites, c'est-à-dire les jeunes filles. Championne l'enjailleuse est un roman écrit en deux registres linguistiques, le français courant et le nouchi. Alafé Wakili est journaliste, il est à sa troisième œuvre romanesque. Championne l'enjailleuse, l'héroïne championne, est-ce qu'il s'agit d'une jeune fille que vous avez rencontrée, c'est votre histoire personnelle que vous relatez, ou bien votre perception des relations hommes-femmes aujourd'hui? C'est de l'imaginaire, c'est peut-être chacune peut se retrouver en championne. C'est une sœur, c'est une fille, c'est une maman. C'est de l'imaginaire. Comme on le dit, toute ressemblance avec des faits qui se sont déroulés n'est que pure coïncidence. Oui, fiction. Alors, votre héroïne, comme on l'a vu dans l'élément tout à l'heure, elle est révoltée contre les hommes. Pourquoi cette vision de la femme? Non, c'est la société qui permet peut-être que les hommes fassent certaines choses et refuse que les femmes le fassent. Et elle est une révoltée. Elle est objet de désir. Tout le monde ne veut que assouvir son désir avec elle. Elle est révoltée contre cette façon de faire. Elle manipule les hommes. Bon, pourquoi? C'est difficile à dire. L'homme et la femme sont faits pour être ensemble, mais il y a toujours cette tentation de l'homme de dominer la femme et les femmes se battent. Et championne est une révoltée. C'est une championne. Elle enjaille, certes, mais en même temps, c'est une révoltée. Elle refuse cette domination, cette tentation de vouloir tout lier au plaisir à travers elle sans relation sincère. Elle veut être plutôt la dominatrice. Elle veut être la dominatrice, mais quelquefois elle est dominée, elle finit souvent par perdre. Et l'histoire, bon, vous voyez, la chute est un peu difficile pour elle. On ne va pas tout dire pour permettre aux téléspectateurs de lire l'ouvrage. Mais déjà sur la couverture, on voit une jambe de femme et puis on voit des hommes.
on voit des hommes religieux, des hommes politiques. Pourquoi cette précision, des hommes religieux surtout, en face de cette jambe de femme avec des liasses de billets, des billets de 10 000 francs? Non, à travers ça, certes, on voulait attirer, mais c'est un résumé de tout ce qu'il y a dans l'ouvrage. Il y a un homme de Dieu, il y a un pasteur, il y a un imam, il y a des militaires, des civils, des hommes politiques, il y a championne, dominatrice, il y a l'argent. Et c'est tout cet élément, tous ces éléments qu'on a voulu condenser à travers cette image qui symbolise le contenu. D'accord, il y a l'argent. Donc justement, quel rapport l'argent, les relations hommes-femmes, comment l'argent se retrouve au milieu? Avec Championne, c'est important parce qu'il y a Almami qui en a beaucoup, il y a Mario qui n'en a pas assez. Elle hésite entre Mario qu'elle aime, Almami qui paye tout, qui donne, mais l'argent aussi a ses limites parce que Almami, malgré tout, il n'est pas souvent présent. Il lui offre tout ce qu'elle veut, mais ça ne suffit pas. Elle court après Mario pour obtenir cet amour vrai, même sans argent. Et il y a ce conflit, il y a cette ambivalence entre l'amour et puis l'argent et ce que ça permet d'avoir. Donc, il n'y a pas que ça, mais il est évident qu'il y a aussi ça, parce qu'elle était dans une situation délicate et difficile, et Almami l'a aidé à en sortir. Donc, c'est important d'avoir cet argent. On ne vit pas que d'eau et d'amour, mais il n'y a pas effectivement que l'argent. Donc, on essaie de jouer sur toutes ces ambiguïtés. D'accord, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la religion, vous en parlez. Oui. Quelle place elle occupe dans la société, selon vous? Ah non, aujourd'hui, la religion occupe une place centrale, elle est au cœur et elle devrait occuper de plus en plus de place, même si la tendance est à la sécularisation, au refus de l'ordre religieux pour déterminer l'ordre civil et politique, mais dans la base, dans la famille, la religion doit conserver sa place et son importance pour aider à équilibrer, parce que s'il n'y a pas de religion, il n'y aura peut-être pas de repère. D'accord. Pour terminer, on a envie de savoir quelles sont vos perspectives en matière d'écriture. Surtout, on veut savoir aussi où est-ce que vous trouvez le temps d'écrire à côté de votre métier de journaliste. On sait qu'il prend beaucoup de temps. Tout à fait. Non, les perspectives sont bonnes. Il y a des ouvrages qui arrivent. Il y a des essais, notre histoire avec le président Bédié, notre histoire avec Alassane Ouattara. Il y a des récits qui arrivent. Et puis, il y a d'autres romans qui arrivent. Le temps, ce n'est pas compliqué. Le journalisme, même, c'est l'écriture. On écrit tous les jours, donc faire un roman, faire un essai, rendre témoignage à travers un ouvrage, ce n'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Alors, on ne va pas vous laisser partir sans savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne donc, de Championne L'Enjailleuse, à côté de tout ce que nous avons vu dedans, l'argent, les relations hommes-femmes, la religion, un peu la politique. Qu'est-ce qu'on doit retenir à travers cette œuvre? On doit retenir que toutes les femmes sont des championnes. Elles doivent se battre, elles ont des atouts. Pas forcément dans le mauvais sens? Non, on est champion, on ne l'est pas. Peut-être on peut être champion dans le vice, mais elles sont des championnes et elles doivent être justement des vraies championnes, des championnes positives, tout en nous aidant dans l'enjaillement. Elles doivent être des championnes qui sont des modèles. Et championne à sa façon, elle n'est pas totalement négative. Il y a de la vertu dans son attitude. Il y a des choses positives. Donc sa révolte doit être la révolte de toutes les femmes. C'est une incitation? Oui, révolter pour s'assumer, pour aller à l'indépendance et puis dire aux hommes que la femme, si ce n'est pas un objet uniquement de désir, de plaisir, elle peut aider à bâtir, elle doit aider à construire. Elle peut être dans la positivité, elle est dans la positivité. C'est une interpellation. Il faut que les femmes soient de vraies championnes. On a tendance aujourd'hui à chercher des champions, des leaders dans tous les domaines de la vie. Je pense que championne est un message, est une quête, c'est un idéal vers cet objectif-là. Très beau message, surtout venant d'un homme. Merci, M. Alafé Ouakili, auteur de l'œuvre Championne L'Enjailleuse dont nous avons parlé pour la page culture de ce samedi soir. Merci à vous d'être venu. Je vous en prie. L'actualité internationale nous conduit au Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale et chef du parti au pouvoir, Salif Diallo, est décédé ce samedi 19 août en France à l'âge de 60 ans. Les circonstances du décès ne sont pas encore connues, mais il séjournait en France après un passage en Tunisie où il aurait subi des soins. Salif Diallo était un personnage clé de la vie politique burkinabé. Il a été ministre dans différents gouvernements depuis le début des années 1990.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de surseoir au référendum sur le projet de révision sur la nouvelle constitution. Pour justifier sa décision, le président évoque les tensions perceptibles sur le terrain au sujet de ce référendum. Il a tenu un discours d'apaisement et s'est déclaré prêt à ouvrir un dialogue inclusif et dépassionné sur le sujet. En sport, football, ici en Côte d'Ivoire, éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2018. Les éléphants de Côte d'Ivoire se qualifient pour la phase finale à l'issue d'une victoire face au Niger, 1-0. Arsène Kouassi et Samuel Metch. Battus 1-2 à Niamey, les éléphants locaux se devaient de réagir et la réaction a bien eu lieu. Une qualification acquise dans la douleur, d'autant plus qu'elle a mis du temps à se dessiner, mais les poulains de Kamara Ibrahim ont fait preuve de patience. Gênés considérablement par l'impact physique des Nigériens et de nombreux arrêts de jeu qu'ils ont provoqués suite à des blessures imaginaires en vue de grappiller des minutes. Les éléphants ont finalement obtenu gain de cause dans les ultimes instants de la partie. Sur un corner, Sila Bonfa délivre les siens en inscrivant l'unique but du match. Grâce à cette victoire et au but marqué à l'extérieur, la Côte d'Ivoire accède à la phase finale du CHAN 2018 prévue au Kenya. Toujours en football, le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de l'amitié Armée-Nation. C'était aujourd'hui samedi à l'École nationale de gendarmerie d'Abidjan. Moyabi Diabaté et Samuel Metch. L'École nationale de la gendarmerie a connu son ambiance des grands jours grâce au tournoi de l'amitié Armée-Nation. Les troupes issues des écoles des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, des eaux et forêts, de la police maritime ont répondu massivement à l'appel de leurs supérieurs et des organisateurs au cours de la première journée. Entouré du ministre des Cultes, Yao Noël, du général de division des armées Touré Sekou et du général de brigade, commandant supérieur de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a donné le coup d'envoi de cette compétition. Les gendarmes, les militaires, vous êtes autorisés à sourire pendant ce tournoi, à vous embrasser les uns les autres pendant ce tournoi. Et aux autres équipes civiles, ne soyez pas crispés. Libérez-vous, c'est l'amitié, c'est la fraternité, c'est la cohésion, c'est le rapprochement, c'est la Côte d'Ivoire unie, la Côte d'Ivoire qui s'embrasse. Nous souhaitons que ce tournoi se déroule dans un parfait esprit de fair play. L'École nationale de gendarmerie en rouge a infligé une correction à l'équipe de la presse sportive en bleu, sur le score sans appel de 8-0. Pour terminer, la police nationale, à travers Kone Bakari, ex-gardien de but de la SEC Mimosa, a ajouté une touche particulière à cette cérémonie, grâce à une séance de fitness. En marge de la rencontre, les participants ont tous adhéré à l'opération don de sang pour aussi contribuer à sauver des vies. Tout ceci sous la supervision du Centre national de transfusion sanguine. Et voilà pour ce journal. Je vous dis à demain 20h, toujours sur RTI 1. Très bon week-end à tous.